Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Vous êtes premier adjoint de la maire de Paris, d'Anne Hidalgo. Vous êtes chargé des finances, du budget. On va parler évidemment de toutes les implications de la catastrophe Notre-Dame de Paris sur la ville et sur son budget éventuellement. Mais avant, un petit mot sur votre carrière, votre profil et ce qui est en train de s'annoncer en ce moment. Vous avez travaillé dans différents cabinets ministériels, dans le privé aussi, mais dans différents cabinets ministériels. Vous avez été au cabinet de Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était Premier ministre. Aujourd'hui, après un passage au cabinet de la maire de Paris, vous êtes premier adjoint. Vous avez un profil typique d'énarque. Vous ne l'êtes pas. Bonne idée de supprimer l'ENA ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut engager une réflexion sur la méritocratie républicaine et le fait qu'il y a une dégradation depuis de nombreuses années de l'accès des classes moyennes et des classes populaires à ces grandes institutions prestigieuses. Mais il ne faudrait pas que cet acquis de la méritocratie républicaine qu'est l'ENA, qui est une école vraiment gaulienne, c'est-à-dire on doit pouvoir accéder aux hautes responsabilités, soit empêché. C'est vrai que l'ENA, ça permet aux petits gars qui se défonce, qui passe ses concours, d'accéder aux plus hautes responsabilités. Mais ça leur permet aussi de devenir, entre guillemets, les maîtres du monde, d'avoir des carrières toutes tracées. Exactement. Vous avez vécu, vous, dans un environnement, vous étiez environné d'énarques, vous êtes probablement aujourd'hui environné d'énarques. D'abord, il n'y a jamais eu un sentiment vous n'avez pas ressenti chez eux un sentiment de supériorité ? Si, mais pas que chez eux, chez tout le monde. Voilà, ça arrive, il n'y a pas que les énarques, il y a beaucoup de milieux endogamiques qui sont enfermés dans un sentiment de supériorité. Non, il y en a d'autres. Ce n'est pas malheureusement exclusif de l'ENA. Alors, le risque de l'ENA, c'est celui que vous soulignez. C'est un risque d'enfermement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le concours, c'est vrai qu'on entre dans une caste, j'aime pas ce mot, mais enfin, c'est un peu ça, avec le risque qu'il n'y ait pas, du coup, après, de challenge vraiment à la hauteur des postes éminemment importants qui sont confiés à ces individus. Et donc voilà, il faut mettre de la fluidité dans les recrutements sur les très hauts postes de la fonction publique. Mais moi, les énarques que j'ai croisés, ils sont pour beaucoup d'entre eux des gens très qualifiés, des gens très engagés au service de tous par des missions de service public, alors que d'autres font le choix de partir dans le privé. Et donc je pense qu'il faut réfléchir à la transformation de l'ENA, à son évolution, mais ne pas succomber à la tentation j'allais dire un peu démagogique, de faire de l'ENA la victime expiatoire de la technocratie d'État. C'est démagogique. La proposition, elle n'a pas été formulée. Exactement. Emmanuel Macron semble... On va attendre qu'elle soit formulée pour la qualifier définitivement. Mais vous dites, si c'est le cas, c'est démagogique. Si c'est que ça, ce serait démagogique. Si c'est un sujet de transformation et d'amélioration des filières de concours de la fonction publique, je le soutiendrai. Vous êtes en charge du budget, je le disais. Paris va donner 50 millions d'euros, va débloquer 50 millions d'euros pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. D'abord, est-ce que vous comprenez cette controverse sur les dons faits par des familles ou des entreprises très riches et qui choquent une partie par exemple de votre majorité municipale ? Non, enfin moi je ne veux pas polémiquer, c'est qu'on ne peut jamais polémiquer et entre guillemets ronchonner sur des élans de générosité. Il se trouve qu'on a des dispositifs de défiscalisation qui sont très puissants en France. Enfin c'est vrai que quand il y a des défiscalisations de 66%, quand on annonce donner 100 millions, en réalité, on en donne 33. Les 66, on en donne, c'est très bien. 34, exactement, il faut dire merci. Les 66, c'est nous tous qui les donnons. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions créées autour de l'incendie de Notre-Dame. C'est une opportunité d'engager des fonds en faveur du patrimoine. Une partie ira à Notre-Dame, mais tout ce qui viendra en plus irriguera les politiques d'accompagnement du patrimoine. Ce n'est pas ce que dit le Premier ministre. Hein. Il a dit hier, en sortant du Conseil des ministres, nous vérifierons. D'ailleurs, il y a un comité sur la transparence qui est créé instantanément. Oui. Ouais. Enfin, alors, il faudrait que ça aille ailleurs, que ça ruisselle, comme on dit. Exactement, ça ruissellera. Le Premier ministre n'a aucune idée de combien coûtera le chantier. Donc, pour l'instant, il y a des annonces de dons massives. On prend, comme on dit, parce que c'est important de répondre favorablement à cet élan de générosité. Et j'espère que ça irriguera le patrimoine partout ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes d'entretien du patrimoine dans notre pays. Ça coûte très très cher. Notre pays a des contraintes budgétaires. Et à Paris, c'est le cas, par exemple. On a à Paris le budget patrimonial pour les musées et les églises, c'est 230 millions d'euros sur la mandature. Budget de fonctionnement ? Non, uniquement d'investissement. Entretien des bâtiments. C'est 90 millions d'euros pour les musées. Nous avons plus de 90 édifices cultuels à entretenir. C'est énorme. Chacun mesure le patrimoine exceptionnel qu'il y a à Paris. Nous mettons beaucoup, et c'est jamais assez par définition, parce que voilà, ce sont des bâtiments extrêmement complexes,
La rénovation de ces bâtiments coûte extrêmement cher, très peu d'entreprises spécialisées. Voilà, nous y mettons beaucoup d'argent parce que c'est important d'entretenir ce patrimoine. Et donc vous dites si une partie de ces 850 millions à date, mais peut-être plus, qui seront collectés, peuvent irriguer via le ministère de la Culture le budget national pour l'entretien du patrimoine, alors il faudra ce sera une très bonne nouvelle. Il faudra débloquer ce verrou qui a été mis par le Premier ministre hier au sortir du Conseil des ministres. Vous participerez aux différents comités de transparence, à tout ce qui va être... Bien sûr, la maire de Paris, il sera aux côtés du gouvernement, bien sûr. Vous avez été sur les lieux lundi soir? Oui, toute la soirée. Première réaction? La première, c'est une immense émotion parce qu'il se trouve qu'on travaille juste à côté. L'hôtel de ville est très proche. J'en ai été informé tout de suite, donc j'ai couru sur les lieux. La maire de Paris est arrivée vraiment quelques minutes après parce qu'elle a vu aussi l'incendie par la fenêtre de son bureau. Et très vite, on a compris la gravité. D'abord, il y a eu de très longues heures d'inquiétude sur la possibilité même de sauver une partie du bâtiment. Au moment où le beffroi nord, celui qui est à gauche quand on regarde la cathédrale en face, commençait à brûler. Voilà, il est aux alentours de 22h30 et c'est vrai que nous avons quelques dizaines de minutes de grande inquiétude. Alors on est très concentré à ce moment-là sur le transfert des œuvres, puisque nous avons, avec les forces de police, avec les pompiers, organisé le sauvetage des œuvres les plus précieuses qu'on a ensuite transférées à l'hôtel de ville. Tout ça a été planifié? Tout ça avait été organisé auparavant, répété? Non, plan de sauvetage, non? Pas du tout. Le plan de sauvetage en urgence, oui, parce qu'il y a des mesures de protection des biens les plus précieux, mais on a convoqué des camions, le fait de les emmener à l'hôtel de ville, tout ça a été improvisé, mais j'allais dire improvisé par des grands professionnels, donc tout s'est très bien passé. Tous ceux qui circulent à Paris savent qu'en ce moment c'est la saturation, j'allais dire l'enfer. Combien de temps les pompiers ont mis à venir? Ils sont venus très rapidement en réalité. Pas de problème de pompiers, c'est à eux qu'il faut poser la question, mais posez-leur la question, ils diront que non, ils n'ont pas eu plus de problèmes de circulation. Hier, dans les embouteillages, je voyais un camion de pompiers qui ne pouvait pas avancer. Il n'y a pas un Parisien qui ne s'est pas posé la question. Oui, bien sûr, mais en réalité, les services de pompiers, ils remercient plutôt les aménagements que nous faisons. Pourquoi? Parce que les services de pompiers, ils ont accès aux pistes cyclables, ils ont accès aux voies de bus, etc. Ils ont besoin de liberté de circulation. Ce qui s'est passé, c'est une embolisation d'un secteur qui a été immédiatement condamné et qui crée une paralysie. Dans tous les grands événements internationaux de ce type-là, les attentats de Paris en 2015, le World Trade Center à New York, tout se fige. Il y a une embolisation. En plus, les gens arrêtent leur voiture, souvent sortent de leur voiture pour voir ce qui se passe, etc. Non, les pompiers sont intervenus très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que Notre-Dame est un bâtiment très haut, donc l'intervention depuis le sol était extrêmement complexe. Et elle ne s'est pas vue tout de suite. Ça se voyait. Alors, et en réalité, ils sont intervenus tout de suite. Par l'intérieur. Exactement. On les a vus, nous, très vite, puisque j'étais sur le parvis à quelques mètres de la façade. Ils sont rentrés par les beffrois, puisqu'ils ont eu deux priorités: protéger les beffrois et la façade occidentale, et refroidir l'échafaudage intérieur pour éviter son effondrement. Ils savaient qu'ils avaient perdu la charpente. Les pompiers sont de grands professionnels. Donc ils savent tout de suite dit, ce qu'on a perdu et ce qu'on doit protéger. Vous avez été le patron de la Fédération socialiste de Paris. Avant d'être premier adjoint, vous avez démissionné à ce moment-là, mais vous êtes toujours un socialiste engagé dans cette fédération, j'imagine. Content de voir qu'il n'y a pas de tête de liste socialiste aux élections européennes? Écoutez, le Parti socialiste est en difficulté. Je lui reste fidèle en valeur et de cœur, mais je considère qu'il doit se transformer, il doit se dépasser. Il a, avec la fin du quinquennat, fermé une page historique qui avait été ouverte par François Mitterrand au début des années 70. Moi, je suis un partisan de la transformation radicale du Parti socialiste. Est-ce que ça ira un jour? Ça doit passer par son effacement? Non, ce n'est pas son effacement, c'est son dépassement. Est-ce que ça doit passer par son effacement? Par exemple, pas de tête de liste. Je considère que ce n'est en aucun cas un effacement, mais que c'est un dépassement. Quand vous faites 6% et que vous voulez dire à l'opinion publique que vous avez compris, que vous voulez changer, que vous voulez vous élargir, y compris sur d'autres thématiques politiques que sont l'écologie, l'ouverture vers la société civile, etc., l'incarner par un visage nouveau est plus crédible que l'incarner par quelqu'un qui est élu depuis 40 ans au Parti socialiste. Donc ma conviction, c'est que Raphaël Glucksmann et bien d'autres des personnalités qui travaillent avec nous sur cette campagne et à la reconstruction de la gauche social-démocrate, de la gauche de transformation que je défends à Paris, que je défends nationalement, aspirent à avoir du nouveau, à avoir de la transformation, à avoir un nouveau souffle, et ça doit passer par des nouvelles incarnations. Alors, début de réponse le 26 mai. Merci Emmanuel Grégoire. Merci à vous.